Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du crash du vol Paris-Le Caire, le vol MS-804 de la compagnie Égyptair qui avait eu lieu le 18 mai 2016 et pour lequel un rapport final vient enfin d'être publié par l'Égypte. Les hypothèses ont beaucoup évolué avec le temps puisque le scénario d'une bombe à bord, d'une défaillance technique ou d'un incendie ont été tour à tour évoqués et ce rapport qui était très attendu puisqu'il devait apporter les réponses définitives, sauf que ce rapport final y comporte un certain nombre d'incohérences qui sont ouvertement décriées et remises en cause par le bureau enquête et analyse français. Avant de continuer, un petit mot de notre partenaire grâce auquel on peut faire ces vidéos. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est Incogni. Vous connaissez Elon Musk, mais vous savez peut-être pas à quel point il tient à son intimité. Par exemple, il y avait un compte Twitter qui suivait son jet privé jour après jour. Elon Musk, le gars humble et sympa, il décide de faire disparaître ce compte, donc il rachète Twitter. C'est un petit peu cher, mais au moins, on n'a plus d'informations sur le suivi de son jet privé. Vous, de votre côté, vous n'avez peut-être pas de jet privé ni les moyens d'Elon Musk, mais vous pouvez aussi retrouver votre intimité avec Incogni. Il y a des milliers de bases de données partout dans le monde qui vont enregistrer énormément d'informations sur vous parce que vous naviguez sur Internet, que vous achetez des services, que vous utilisez simplement votre carte bancaire ou alors qu'il y a des fuites de données qui vous concernent. Incogni, ils vont aller voir toutes ces bases de données pour leur exiger qu'ils suppriment toutes les informations qu'ils ont collectées sur vous parce que la loi européenne l'exige, sauf que vous ne savez pas dans lesquelles vous vous trouvez. Eux, ils vont faire des démarches avec tout le monde. Moi, quand je me suis inscrit l'année dernière, j'avais plus d'une cinquantaine de bases de données qui m'avaient déjà enregistré. Ils m'en ont fait disparaître, mais malheureusement, il y en a toujours d'autres qui apparaissent et qui collectent ces informations. Donc, il y a déjà plus de 200 data brokers desquels ils m'ont fait disparaître. Ça a réduit le nombre de démarcheurs téléphoniques qui m'appelaient, ça a réduit le nombre de messages commerciaux que je vais recevoir, mais ça peut aussi faire baisser le coût de certains services et produits que j'avais en ligne et qui augmentent en fonction de nos habitudes de consommation habituelles. Donc suivez le lien en commentaire de cette vidéo, incogni.com/titelman pour bénéficier de promotions exceptionnelles avant la fin de l'année. Comme ça, faites comme Elon Musk et retrouvez votre intimité. Allez, retournons à notre sujet. On revient donc sur notre accident sur cet avion, le MS-804. C'est un vol qui est assuré entre Paris et Le Caire par la compagnie aérienne Égyptair. On décolle le 18 mai 2016 avec un Airbus A320-200 avec à son bord 56 passagers ainsi que 10 membres d'équipage. C'est un avion qui est récent puisqu'il est sorti des chaînes en 2003, mais il s'agit du 5e vol de la journée pour l'appareil, après avoir été à Asmara en Érythrée, avoir fait un aller-retour en Tunisie avant de venir à Paris. Et ce rythme de vol qui peut sembler élevé, en réalité c'est tout à fait normal, les avions ils font des allers tout au long de la journée. Par exemple, les trajets intérieurs entre Paris et Toulouse ou Nice, ça peut être jusqu'à 4 allers-retours par jour, c'est-à-dire 8 vols sur la journée, donc rien d'anormal ici. L'avion il va décoller à 23h09 pour un trajet qui doit durer à peu près 4 heures, et après avoir traversé l'Europe, où tout se déroule normalement, il arrive au-dessus de la Méditerranée, et donc lorsqu'il s'apprête à quitter l'espace aérien grec, il est contacté par les contrôleurs aériens grecs à 2h26, mais l'appareil ne répond pas, les pilotes ne répondent pas aux contrôleurs aériens, et l'Airbus arrête de partager sa position à 2h33. Donc la disparition de l'appareil, elle est confirmée évidemment par les autorités égyptiennes dans la nuit, et le ministère égyptien de l'aviation civile dit tout de suite que l'avion a subi une attaque terroriste, ce qui signifie tout simplement qu'il y avait une bombe qui aurait été placée à bord de l'appareil à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, ou alors qu'une bombe était présente par le passé et qu'il n'aurait pas été détecté dans l'aéroport, mais dans tous les cas, ça remet en cause la sûreté sur les aéroports parisiens, et ça, évidemment, ça fait énormément de bruit médiatique, et l'information devient même un vrai sujet de dispute entre Donald Trump et Hillary Clinton à l'époque, qui sont alors en campagne présidentielle, avec ces mots qui sont restés célèbres de la part de Donald Trump. A plane got blown out of the sky. And if anybody thinks it wasn't blown out of the sky, you're 100% wrong, folks, okay? You're 100% wrong. Et donc, parallèlement à ce buzz médiatique, on a des informations qui commencent à apparaître, des informations qui peuvent être collectées en open source, mais aussi des informations qui sont révélées par les protagonistes eux-mêmes, et notamment la marine grecque qui dit « bah nous, on avait un radar qui a suivi cet avion ». C'est un écho primaire, c'est-à-dire que c'est vraiment les ondes qui rebondissent sur la masse métallique et qui reviennent au radar. On n'est pas sur ce qu'on appelle le secondaire, donc là c'est le transpondeur où l'avion envoie ces informations, et ça a arrêté d'émettre. Et ce que disent les Égyptiens, c'est que l'avion, il a continué à voler pendant plusieurs minutes après avoir cessé d'émettre, et c'est évidemment un comportement qui n'est pas compatible avec l'hypothèse de l'explosion et de la destruction par un attentat tel qu'évoqué par les Égyptiens.
Le lendemain, le 20 mai, on a une publication avec des messages qui sont émis par le système ACARS de l'appareil. Alors les ACARS, c'est un système de communication qui permet par exemple à l'avion de recevoir des informations, des clearances pour le contrôle aérien, des informations, des mises à jour sur la météo, des données de vol qui pourraient venir par exemple des opérations, de la salle des opérations de la compagnie aérienne, et l'avion, de son côté, lui, il va émettre des informations, sa position, des éléments de diagnostic, et c'est ça, justement, ces éléments de diagnostic qui, à la base, sont simplement conçus pour permettre à la compagnie aérienne de préparer une maintenance pour accélérer la réalisation de cette maintenance pour que l'avion puisse repartir plus rapidement. Et ces informations de diagnostic, c'est elles qui ont été émises par l'avion et qui ont été captées et donc qui ont été partagées sur Internet. Et il y a 7 messages qui sont émis entre 2h26 et 2h29 et ils indiquent qu'il y a eu de la fumée qui a été détectée à l'avant de l'appareil, dans la baie avionique sous le cockpit ainsi que dans les toilettes. Et on a également des anomalies sur les capteurs des fenêtres du côté du copilote, c'est-à-dire en place droite. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'intervenais déjà dans les médias régulièrement dans les questions d'accidents aériens, j'expliquais déjà que c'était impossible d'avoir un attentat, ou en tout cas que l'attentat n'était pas compatible avec les données qu'on connaissait, c'est-à-dire un avion qui pendant plusieurs minutes va continuer à voler en ligne droite, et puis va émettre des informations comme quoi il y a de la fumée, il y a des problèmes électriques, etc. Et même si cette hypothèse elle est absolument pas compatible avec les informations qu'on possède à ce moment-là sur l'appareil, eh bien ce scénario, c'est celui qui commence à s'imposer dans l'opinion publique, notamment parce que l'Égypte continue à insister en disant « il y a eu un attentat à bord de mon avion ». Quoi qu'il en soit, les recherches, elles commencent, donc les marines nationales de la France, évidemment, de l'Italie qui est dans le coin également, et de l'Égypte, vont faire le nécessaire pour essayer de retrouver des débris et pour retrouver les boîtes noires. Et dès le lendemain, le 20 mai, on commence à avoir des débris qui sont repêchés par la marine égyptienne, ce qui permet de réduire la zone de recherche. Et le 23 mai, vous avez l'Aviso, l'enseigne de vaisseau Jakubet, qui est spécialisée notamment dans la lutte anti-sous-marine, qui va détecter les pings qui sont émis par les boîtes noires. Et le 24 mai, il y a directement des analyses médico-légales qui disent qu'il y a une confirmation qu'il y a eu une explosion à bord à partir de l'analyse des corps qui ont été repêchés. Donc là, on est vraiment sur une incompréhension totale. Comment est-ce qu'une explosion peut simplement faire de la fumée et un incendie dans le cockpit? C'est quelque chose qui est incompréhensible, évidemment. Une semaine après le crash, on apprend aussi que les balises COSPAR-SARSAT, qui sont celles qui doivent se déclencher lorsqu'il y a un impact, ont émis. Et ce signal, il est envoyé à 2h36 et 59 secondes, c'est-à-dire au moment de toucher l'eau, et pas en vol, au moment où il aurait pu y avoir une explosion et une désintégration de l'appareil en vol. 3 jours plus tard, on a le navire de recherche océanographique, le Laplace, qui arrive sur la zone et qui permet d'encore améliorer la précision des emplacements de l'épave, jusqu'à ce que le robot sous-marin loué par l'Égypte récupère les boîtes noires le 16 juin par 4000 mètres de fond, ce qui était hors de portée pour le navire qui avait été dépêché jusque-là. Le 29 juin, l'Égypte émet les premiers éléments qui sont tirés de l'analyse des boîtes noires et ils vont confirmer qu'il y a bien de la fumée qui a été détectée à bord, ce qui nous confirme les informations qui étaient obtenues à partir des messages ACARS. Ils disent aussi que l'équipage a parlé d'un incendie, donc là on est vraiment encore une fois sur cette thèse de l'incendie, et on pense que l'Égypte va réellement faire une enquête dans laquelle elle va révéler la vraie situation, et la question qu'on se pose alors c'est mais qu'est-ce qui peut déclencher un incendie dans le cockpit? Sauf que quelques jours plus tard, l'Égypte elle va recommencer, elle va même dire cette fois-ci qu'il y a des traces d'explosifs qui ont été détectées sur des débris et sur des corps, et elle va inviter la France, les gendarmes de l'IRCGN, qui font partie de ces investigations d'habitude, ils vont être invités à aller vérifier qu'il y a effectivement de la TNT qui est disponible. Alors, ils y vont, et ils font les investigations, ils voient effectivement qu'il y a de la TNT, et ils disent, mais... Alors ça, je vais vous révéler un petit secret, à l'époque, je travaillais au centre de gestion de crise qui s'appelle le COGIC, qui est à la sécurité civile, qui est place Beauvau, c'est-à-dire que parmi mes collègues, j'avais des pompiers professionnels et civils, les formations militaires de sécurité civile, des démineurs qui sont des policiers, les gendarmes de haute montagne, et parmi tout ce beau monde, donc c'est des amis d'amis, qui font partie de l'IRCGN, qui étaient sur place. Et ces gens, ils disent, on a détecté effectivement de la TNT, mais la concentration était telle qu'elle ne pouvait pas avoir été dans l'eau par le passé, c'est que ces débris, ils ont été pollués par la suite. Et donc ce qu'ils veulent, c'est, ok, on a trouvé de la TNT, mais laissez-nous faire une investigation pour trouver d'où venait cette TNT. Les Égyptiens leur interdisent de faire ces analyses complémentaires, la France refuse de contresigner comme quoi elle a trouvé de la TNT sur ces débris, et donc il y a 3 options s'il y a de la TNT sur les débris. Soit on est réellement sur le cas d'un attentat,
Et donc là, évidemment, il y en aurait. Deuxième possibilité, c'est qu'on est sur une pollution accidentelle. Par exemple, en manipulant les débris sur le pont du bateau, par des militaires, ou alors suite à un exercice, comme par exemple ce fut le cas pour le crash du vol 800 de la TWA aux USA en 1996, pour lequel il y avait effectivement des traces d'explosifs qui étaient retrouvées sur les débris, mais qui correspondaient en réalité à un exercice qui avait eu lieu quelques semaines auparavant, dans lequel on avait juste mis des traces pour faire un exercice avec les chiens et pour la détection. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un explosif s'il y a réellement des traces d'explosifs derrière. Et évidemment, la troisième possibilité, ce serait que l'Égypte aurait simplement badigeonné les débris avec des traces d'explosifs pour que les Français puissent confirmer leur hypothèse initiale, et ça, les Français n'ont pas voulu le confirmer. Donc en décembre 2016, on perd du temps, l'Égypte insiste encore, et cette fois, elle annonce qu'elle a trouvé des traces d'explosifs sur certains cadavres qui ont été repêchés. La France envoie encore une fois des spécialistes sur place, et là par contre ils vont être clairs, ils ne trouvent pas ces traces de TNT qui sont encore une fois évoquées par l'Égypte. D'ailleurs, je vous rappelle que les enquêteurs depuis le début français étaient présents dans l'investigation, ils étaient présents au début, et quand on relève des morceaux, dès le début, ils font aussi des analyses et des relevés, et ils n'avaient rien trouvé jusque-là. Et le problème, c'est que à ce moment-là, l'Égypte ne clôt pas son investigation technique. Elle est toujours en cours, elle n'avance plus, mais techniquement, ils sont toujours en charge, et comme ils ne la ferment pas, aucun pays ne peut reprendre l'investigation, et la France ne peut pas dire, on va reprendre l'investigation pour pouvoir la terminer. L'Égypte traîne volontairement, et elle ne respecte pas les obligations, comme le fait de publier un premier rapport technique un mois après le crash, etc. Il y a des obligations là qu'ils ne respectent pas. Et la France, de son côté, elle ne peut pas s'auto-saisir de cette enquête. L'enquête officielle est réalisée par un pays, et c'est le pays c'était le territoire maritime égyptien, c'était un avion immatriculé en Égypte, et même si c'est un avion d'origine française, un Airbus, si ça partait de Paris avec des victimes françaises, on ne peut pas prendre le lead sur cette enquête malheureusement, et donc il faut subir l'enquête telle qu'elle est réalisée par les Égyptiens. Du coup, en juillet 2018, on a quand même perdu plus de 2 ans, le BEA publie un communiqué de presse dans lequel ils révèlent leurs conclusions, et ils répètent que c'est un incendie qui s'est déclaré dans le poste de pilotage, que l'incendie s'est développé rapidement jusqu'à entraîner la perte de contrôle de l'avion, et le bureau enquête-analyse émet 2 hypothèses quant à l'incendie qui aurait pu provoquer cet accident. Le premier, c'est qu'il y aura un court-circuit, un problème technique, même si évidemment c'est toujours peu probable d'avoir des problèmes techniques sur ces appareils, ils évoquent quand même cette hypothèse. Et la deuxième possibilité, ce serait une source extérieure de feu, comme par exemple un téléphone portable ou une tablette qui aurait pris feu dans le cockpit, ou alors directement une cigarette, puisqu'il rappelle que en 2016, il n'était toujours pas interdit dans les cockpits des compagnies égyptiennes de pouvoir fumer, et pour l'anecdote, c'était encore autorisé jusqu'en 2019 en Chine de pouvoir fumer à bord. C'est le dernier pays qui a interdit évidemment la cigarette dans les cockpits, et tant mieux. En tout cas, l'incendie aurait été accéléré par la libération d'oxygène qui se trouvait dans les bonbonnes, qui se trouvent sous les masques qui sont disponibles dans le cockpit, les masques à oxygène, puisqu'il y a un bruit caractéristique d'une fuite d'oxygène qui a été identifié dans l'analyse des boîtes noires sonores qu'on appelle les CVR. Et donc on voit très clairement un scénario qui est en train de se mettre en place, et qui est crédible pour le coup techniquement, et compatible avec les données dont on dispose. Et il y a 2 options pour la libération accidentelle de l'oxygène. La première, c'est que le masque du copilote aurait été configuré involontairement en mode urgence, parce qu'il faut savoir que les masques à oxygène, c'est soit un mélange d'ailleurs air et oxygène pour augmenter le taux d'oxygène dans ce qu'ils vont respirer, et soit c'est de l'oxygène pur, soit on est en mode normal, et donc c'est quand on inspire que ça va fournir ce mélange, un petit peu comme on a en plongée sous-marine, soit ça va le libérer en continu avec un flux qui peut être du coup de 100% d'oxygène si on est en mode emergency. Donc si le rotateur est positionné sur la position emergency, alors le masque va relâcher de l'oxygène à 100%, et là il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Si vous avez de l'oxygène à 100% qui arrive dans un cockpit dans lequel on est en train de fumer une cigarette, évidemment il y a des chances que ça déclenche un incendie, et le BEA publie une étude sur les feux de cockpit en décembre 2023, dans lequel il prouve que le bruit entendu dans le cockpit est bien celui d'une fuite à oxygène, et ils évoquent même plusieurs accidents précédents, comme en 2008, ce Boeing 767 cargo qui a pris feu au sol à San Francisco, parce qu'il y avait un court-circuit qui aurait enflammé le flexible du masque à oxygène, conduisant à un incendie qui va détruire le cockpit, et même totalement détruire le toit de l'appareil.
Également en 2011, il y a un Boeing 777-200 de la compagnie Egyptair, encore une fois, qui subit un incident similaire alors qu'il est au sol. Lui aussi, ça va provoquer un incendie dans le cockpit jusqu'à trouer la paroi de l'avion. Et le BEA va donc réaliser une série de tests, des vidéos qui sont filmées, qui sont partagées sur leur chaîne YouTube, dans lesquelles ils vont valider ou infirmer plusieurs hypothèses. L'incendie d'un téléphone ou d'une tablette dans différents endroits dans le cockpit. Ils vont également vérifier la conséquence d'une cigarette qui tomberait dans le boîtier de rangement du masque, et on voit évidemment que si l'oxygène est alors en train d'être libéré, ça déclenche un incendie. Il vérifie aussi l'effet de l'utilisation d'un extincteur au halo sur le feu d'oxygène, puisque cette demande pour utiliser un extincteur est entendue dans la boîte noire sonore. Et enfin, il y a des tests de propagation dans lesquels l'afflux d'oxygène est assuré par le masque à oxygène en mode emergency, et on voit à quel point l'incendie se propage vite et reprend malgré l'utilisation de l'extincteur au halo. Et vous voyez ici les conséquences une fois qu'ils ont éteint l'incendie et qu'ils ont rallumé les lumières. Donc, le BEA précise encore une fois qu'ils ne savent pas déterminer si c'est l'incendie qui a provoqué la fuite d'oxygène, par exemple en trouant le tuyau du masque, ou alors s'il y avait une fuite qui était liée à un dysfonctionnement ou à une mauvaise manipulation du masque, puis que cette fuite aurait ensuite rencontré une flamme. Sur ça, ils ne peuvent pas trancher. Il y a aussi plus de détails sur le contenu du CVR, c'est-à-dire cette boîte noire sonore, avec la description des sons qui sont enregistrés dans le cockpit. À 2h25 et 29 secondes, il y a un bruit qui fait pop, puis un sifflement qui correspond à la fuite d'oxygène, et une seconde plus tard, il y a une alarme incendie, des annonces de feu par les membres d'équipage, et 5 secondes plus tard, ils demandent l'extincteur rapidement, et comme attendu, il n'y a évidemment pas le moindre bruit d'explosion qui est évoqué dans l'analyse du CVR. Par contre, on apprend qu'il y a une ambiance musicale dans le cockpit pendant la permanence du vol, du début jusqu'à la fin, et l'hypothèse de la cigarette est également avancée, puisqu'il y a plusieurs phrases de la part du pilote et du copilote qui sont traduites depuis l'arabe par la phrase « souffle ta fumée sur moi », et un peu plus tard, le commandant de bord demande au copilote « as-tu arrêté de fumer? Je ne sens plus la fumée ». Donc on se doute qu'il y avait une cigarette à bord, mais les Égyptiens, eux, ils vont dire que ça a été mal traduit, et eux, de leur côté, ils disent que cette phrase « souffle ta fumée sur moi », ça peut aussi être traduit par « il a fait un malaise », en parlant d'un passager qui était malade, donc c'est pas exactement la même signification. Mais du coup, le rapport dit là aussi qu'il ne peut pas avoir de preuve formelle qu'il y avait une cigarette qui était allumée dans le cockpit, même si, évidemment, c'est tout à fait crédible, étant donné les échanges qu'on pouvait entendre. Mais on attend quand même toujours ce rapport final, accident de 2016. Et l'Égypte va finalement le fournir le 30 octobre 2024, il y a seulement quelques semaines, et le rapport évoque bien une fuite d'oxygène et le feu dans le cockpit, mais contre toute attente, il continue encore une fois à répéter qu'il y aurait eu une explosion à bord et que cette explosion serait survenue dans un chariot qui se trouvait juste derrière le cockpit, et ça, ils le disent en se basant simplement sur les déformations qui sont subies par un trolley, mais quand on lit le rapport, il y a énormément d'incohérences, énormément de choses qui sont fausses, ou alors des choses qui ont été contredites par les analyses françaises. Notamment, ils répètent encore une fois qu'il y a des traces de TNT sur les corps et sur des débris, alors qu'on ne peut pas le prouver pour les débris et que les Français n'ont rien trouvé sur les corps. Ils ne donnent pas de description détaillée du fil des événements, de la succession des événements. L'explosion, est-ce que c'est elle qui a déclenché la fuite d'oxygène, ou alors l'explosion, c'est elle qui a enflammé la fuite d'oxygène. Et pourtant, ils ne parlent même pas du bruit de l'explosion, alors que dans toutes les enquêtes précédentes dans lesquelles vous avez eu un attentat à bord, vous avez toujours un bruit d'explosion qui est systématiquement entendu. Par exemple, si vous regardez le rapport d'enquête du MH17, l'avion qui a été abattu par les Russes au-dessus de l'Ukraine en 2014, on arrive même à avoir une localisation de l'explosion à l'extérieur du cockpit simplement en regardant le timing de l'arrivée du bruit de l'explosion sur les différents micros qui sont présents dans le cockpit. Et là, pour le vol égyptaire, ils prétendent qu'il y a une explosion, mais qu'il n'y a pas de bruit d'explosion, donc avouez qu'il y a... c'est pas simplement une incohérence, c'est simplement pas possible. Mais le plus fou, c'est quand on arrive aux annexes du rapport, parce que la France a fourni une réponse à ce rapport, qui est objectivement faux, et les Égyptiens l'ont collé à la page 642 du rapport, sur un document qui fait quand même 663 pages, et cette annexe, elle n'est même pas évoquée dans la table des matières, pour que quelqu'un qui va regarder ne va jamais trouver ce document. Il faut vraiment le lire page par page, pour tomber par hasard sur les contradictions émises par le BEA.
Et on apprend par exemple que en juillet dernier, le BEA a fourni des commentaires, et que ces commentaires n'ont simplement pas été pris en compte, et ils le disent très clairement, le rapport égyptien est orienté pour pouvoir faire en sorte que le lecteur accepte cette théorie de l'explosion qu'il y a eu à bord. À titre d'exemple, le rapport égyptien évoque bien les débris sur lesquels des traces de combustion ont été identifiées, mais il n'évoque que les débris qui se trouvent dans la cabine, et ils oublient ceux qui sont dans le cockpit, là où il y a eu évidemment l'incendie. Il rappelle aussi que l'Égypte a refusé l'offre de réaliser des analyses complémentaires afin de déterminer l'origine de la TNT. Les Égyptiens oublient aussi de détailler la perte progressive des microphones qui est liée à la progression du feu dans le cockpit, car là encore une fois, ce serait une preuve et des éléments qui alimentent la thèse de l'incendie qui prend le pas sur l'explosion. Et il rappelle donc que l'hypothèse privilégiée par le BEA est, je le cite, qu'un incendie s'est déclaré dans le poste de pilotage alors que l'avion évoluait à son altitude de croisière, incendie qui s'est développé rapidement et a entraîné la perte de contrôle de l'avion. On a donc un rapport final aberrant, invraisemblable, qui est totalement insatisfaisant pour tous ceux qui vont le lire, qui est à charge contre la France et dans lequel on voit un désaccord entre les parties impliquées. Et donc, pour moi, c'était la première fois que je voyais quelque chose comme ça, et donc je me suis renseigné, est-ce que c'est la première fois, ou est-ce que c'est déjà arrivé par le passé, qu'il y ait une enquête dans laquelle les différentes parties prenantes arrivent à des conclusions qui sont totalement séparées. Et bien en fait, j'ai trouvé deux précédents. Le premier, c'était le vol du crash Egyptair 990 qui a eu lieu en 1999 au large des côtes américaines. D'après les enquêtes américaines, ce serait simplement lié au suicide d'un pilote, et tandis que les enquêteurs égyptiens, eux, ils n'écartent pas la cause mécanique pour attaquer évidemment Boeing. Le deuxième cas que j'ai trouvé, c'était un crash du Boeing 737 de la compagnie Flash Airlines au large de Sharm el-Sheikh en 2004. Flash Airlines, qui est une compagnie égyptienne dans laquelle les enquêteurs du NTSB et du BEA, donc le NTSB américain et le BEA français, ont conclu à une désorientation spatiale du commandant de bord qui a mené l'avion au crash, alors que les autorités égyptiennes, elles soutiennent encore aujourd'hui l'hypothèse d'une défaillance technique qu'ils n'ont toujours pas réussi à expliquer. Et donc le troisième cas dans le monde, c'est ce vol, le MS-804 de la compagnie Egyptair. Je ne sais pas si vous arrivez à trouver une sorte de point commun entre ces vols Egyptair, Flash Airlines égyptien et de nouveau Egyptair, mais en tout cas, c'est un pays qui refuse la réalité des analyses techniques qu'on peut voir partout dans le monde. Ils ont perdu toute crédibilité, mais en tout cas, c'est bien que le BEA ait pu quand même mettre cette lettre, et que cette lettre ait été intégrée dans le rapport final. Et je vous mets tous les liens pour que vous puissiez aller voir les différentes étapes. C'est quasiment un feuilleton qui date quand même maintenant depuis 8 ans. C'est dommage d'avoir mis autant de temps pour simplement essayer de travestir la réalité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette chaîne, au début, vous vous souvenez qu'elle s'est quand même lancée à la base pour des questions d'aviation civile et de sécurité aérienne et d'analyse d'accidents. Heureusement, il y a de moins en moins d'accidents, donc on a de moins en moins l'occasion d'en parler. Mais ponctuellement, comme ça, on va continuer à faire de l'aviation civile parce que c'est toujours la passion qui est présente. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.